Alors, dans cette vidéo, nous allons résumer l'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Alors, Mark Manson, c'est un blogueur américain que j'aime beaucoup, qui a ce côté un petit peu philosophe moderne, et il nous transmet vraiment sa philosophie de vie dans ce livre, L'art subtil de s'en foutre. L'art subtil de s'en foutre, dont le titre original c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck, c'est un bouquin qui a connu un succès juste monstrueux. C'est un truc de dingue. En mai 2019, il a été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, je pense qu'il a largement pété les 10 millions, peut-être même les 15 millions, j'en sais rien, mais c'est un best-seller mondial, c'est juste incroyable. Même ici en Thaïlande où j'habite, quand je vais dans un centre commercial et que je passe devant une librairie, sans même rentrer dedans, je vais le voir en vitrine. Il est affiché en vitrine. C'est vraiment un bouquin qui a eu du succès monstrueux dans le monde entier. Il a été traduit en plus de 20 langages. Enfin, c'est juste un succès de dingue. Et la raison de ce succès, c'est que c'est un bouquin qui prend vraiment à contre-pied la vision classique qu'on a du développement personnel. L'auteur d'ailleurs décrit le bouquin comme un livre de développement personnel pour les gens qui détestent le développement personnel. En fait, ce livre, il se positionne vraiment à contre-courant de tout ce développement personnel un petit peu bisounours, tu sais, où on va penser positif, où on va aller dans des séminaires, on va taper dans ses mains, on va sautiller sur place, tout ça. Enfin, je pense que tu vois un peu de quoi je veux parler. Alors, moi, j'ai rien contre les gens qui apprécient cette vision-là du développement personnel. Ça aide des gens, c'est très bien. Après, moi-même, personnellement, je me suis jamais vraiment reconnu là-dedans. Je préfère le développement personnel plus pragmatique, plus réaliste, avec des méthodes qui sont basées sur la psychologie humaine, par exemple. Ça me rassure beaucoup plus. Des choses qui sont basées sur les résultats, plutôt que d'essayer d'être positif à tout prix. Le côté un petit peu new age, ésotérique, ça m'a jamais parlé et justement, ce livre prend le contre-pied total de tout ça. Donc je vais te le résumer en entier dans ces vidéos, ça va être une véritable masterclass sur comment être heureux, sur comment avoir une belle vie sans pour autant être complètement déconnecté de la réalité en mode pensée positive absolue. Par contre, je tiens à faire un petit disclaimer avant de démarrer si tu me le permets. Cette vidéo contiendra forcément des gros mots, un langage un petit peu vulgaire, peut-être un petit peu rugueux pour les oreilles de certains. Donc si le langage grossier des mots tels que s'en foutre, s'en battre les couilles, con, merde, si ce genre de mots ne te plaisent pas, je t'invite tout simplement à revenir pour la prochaine vidéo qui sera peut-être plus soft. Mais voilà, l'auteur a écrit son bouquin comme ça, j'y peux rien, donc je vais reprendre un petit peu l'univers du bouquin, je vais pas hésiter à bombarder sur les gros mots. Aujourd'hui, on vit dans une société où le modèle de réussite qui est mis en avant, c'est de toujours en avoir plus d'argent, toujours avoir plus de bonheur, toujours avoir plus de charisme, plus d'influence auprès des autres, plus de pouvoir, plus d'amour de la part des autres, plus de santé, plus de spiritualité, plus, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel la société nous conditionne à être pour réussir notre vie. Mais quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que le fait d'être tout le temps dans cet état d'esprit de vouloir plus, tout le temps plus, ça nous pousse à vivre dans un sentiment d'insatisfaction permanente. Parce que quand notre esprit est focalisé sur avoir plus, toujours plus, ce que j'ai actuellement, c'est jamais bien, il me faut toujours plus, on n'est jamais vraiment satisfait. On vit dans l'insatisfaction permanente. En fait, le désir de plus, c'est rien d'autre que le miroir du manque qu'on ressent. Et l'auteur met notamment un petit tacle à cette pratique très courante dans le développement personnel, qui sont les affirmations positives, avec cette phrase que je trouve absolument géniale. Quelqu'un de vraiment heureux n'éprouve pas le besoin de se planter devant une glace pour répéter 50 fois « Je suis heureux ». Il l'est, point barre. Et c'est vrai, quand il pense, quelqu'un qui est heureux au quotidien, est-ce qu'il va aller dans sa salle de bain, se foutre devant une glace et répéter « Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux » ou alors « Je suis un gagnant, je suis un gagnant ». Bien sûr que non, bien sûr que non. Quand tu fais ça, tu fais que te renvoyer à toi-même le manque, ce dont tu manques actuellement. Parce que si tu utilises ce genre de pratique, c'est que forcément il y a quelque chose qui ne va pas dans ta situation actuelle. Et ce que nous suggère Mark Manson à la place de cette approche de toujours vouloir plus, c'est quand on vit une situation désagréable dans sa vie, quand il y a quelque chose qu'on veut changer, au lieu d'essayer à tout prix de rejeter cette situation, de vouloir absolument tout changer, c'est d'accepter les émotions pourries qu'on ressent à cet instant T. Être à l'aise, être confortable avec le fait que notre vie n'est pas toujours super rose, que parfois on se sent comme de la merde. Voilà, l'idée c'est d'accepter les émotions négatives plutôt que de se mettre à culpabiliser ou à stresser ou à se foutre en rogne à cause de ça. Ça, c'est ce que l'auteur appelle la boucle infernale des émotions. Typiquement, quelqu'un qui se met en colère, qui est en colère dans une de ses journées
eh ben, il va se rendre compte de sa colère et le fait de voir qu'il est en colère, ça va encore plus le foutre en rogne. Donc finalement, c'est une espèce de boucle comme ça qui le rend de plus en plus énervé. C'est pareil pour la culpabilité, par exemple. Si tu te sens coupable de ne pas, par exemple, être riche, de ne pas avoir les abdos que tu voudrais, la plaquette de chocolat, eh ben, le fait de te rendre compte que tu te sens coupable, ça va te faire te sentir encore plus coupable parce que tu te dis dans ta tête, je devrais pas me sentir coupable, c'est pas normal, donc tu culpabilises, tu reculpabilises et encore une fois, ça fait un espèce d'effet boule de neige d'émotions négatives. Et c'est pareil pour le stress par exemple, c'est valable vraiment pour toutes les émotions négatives. Pour le stress, tu te rends compte au quotidien que tu es stressé, et tu deviens encore plus stressé du simple fait que tu es stressé. Tu vois l'idée? Et à partir de ce constat, l'auteur nous suggère plutôt d'accepter les émotions pourries, de ne pas chercher à lutter contre elles, mais de comprendre que ça fait partie de la vie et que des fois on se sent comme une merde et c'est pas grave et c'est ok. Vouloir une expérience positive est une expérience négative, mais accepter une expérience négative est une expérience positive. Alors là, on peut peut-être se dire, ok, c'est bien gentil cette idée d'accepter ma situation, de ne pas chercher à tout le temps en vouloir plus, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais passer ma vie à stagner? Est-ce que j'accepte que ma vie est pourrie et je renonce à toute ambition de devenir meilleur? C'est ça? L'auteur nous calme direct en nous rappelant que souvent, c'est quand on cherche le moins à obtenir un résultat qu'il est le plus facile de l'obtenir. Quand on a des attentes qui sont faibles, on va se mettre moins la pression, on va être plus à l'aise et on va en général obtenir de bien meilleurs résultats que si on est complètement obsédé par un objectif, qu'on se met une pression monstrueuse par rapport à ça. En général, c'est contre-productif. Donc le fait de s'en foutre, le fait de s'en battre littéralement les couilles, c'est quelque chose qui peut t'aider à atteindre tes objectifs. Et Mark Manson nous prend pour ça un exemple qui est assez parlant, qui est celui de la timidité. Par exemple, quelqu'un qui est timide dans ses relations sociales, mais qui refuse cette timidité, qui trouve ça horrible. Et moi, c'était mon cas quand j'étais adolescent. J'étais très timide, mais j'acceptais pas cette timidité. Tout ce que je voulais, c'était changer, c'était devenir extraverti. J'avais horreur de ma situation, je ne m'acceptais pas tel que j'étais. Et forcément, ça empirait la situation parce que j'étais pas moi-même, parce que je me mettais une pression énorme, parce que j'étais complètement terrorisé dans les relations sociales et ça renforçait encore plus ma timidité. Alors que maintenant, imaginons quelqu'un qui est timide, mais qui va accepter sa timidité et qui va même en faire une force, une espèce d'atout, qui va par exemple dire excuse-moi, je suis un petit peu timide, je suis comme ça, c'est ma personnalité, j'y peux rien, mais voilà. Là, tu vois qu'en assumant ta timidité, en décidant d'en avoir rien à foutre du jugement que les autres peuvent porter sur toi par rapport au fait que tu es timide, tu l'assumes, t'en as rien à foutre, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Ça va te libérer d'un fardeau énorme sur les épaules et tu vas pouvoir enfin être toi-même et te libérer de cette timidité en l'assumant pleinement, en l'acceptant, en arrêtant de te prendre la tête sur comment les autres pourraient te percevoir, machin. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais justement, le bouquin nous explique plus loin, plus en détail, comment adopter cette philosophie de s'en battre littéralement les couilles. Concernant cet art subtil de s'en foutre, il faut bien comprendre qu'il y a le mot subtil dans le titre. C'est pas l'idée de s'en foutre de tout. Parce que quelqu'un qui s'en fout de tout, qui éprouve aucune émotion pour rien dans la vie, c'est ce qu'on appelle un psychopathe en fait. Et je pense que c'est pas ce qu'on a envie de devenir, des psychopathes. L'idée c'est pas de s'en foutre de tout, l'idée c'est plutôt de choisir délibérément ce qui vaut la peine d'en avoir quelque chose à foutre et ce qui vaut pas la peine qu'on en ait quelque chose à foutre. Dans une situation sociale par exemple, s'en foutre, ça veut pas dire être indifférent. Ça veut dire être à l'aise avec le sentiment d'être différent. C'est-à-dire accepter d'être vu comme un ovni si c'est nécessaire, tant que tu es toi-même, tant que tu es fidèle à tes valeurs. Autrement, dans la vie de tous les jours, l'art subtil de s'en foutre, ça implique de choisir les choses auxquelles tu vas donner ton attention et les choses qui ne méritent pas ton attention. C'est incroyable aujourd'hui de voir le nombre de personnes qui se mettent dans des états pas possibles parce que la caissière du supermarché leur a rendu la monnaie en pièces de 2 centimes, parce qu'ils se sont cognés le petit orteil contre le coin d'un meuble, ils vont se foutre en rogne et ils vont taper le meuble pour se venger, ou alors ils vont se laisser ruiner leur humeur parce que il se met à pleuvoir dehors alors qu'ils avaient prévu de sortir, ou pour n'importe quel truc à la con, parce que ton ex s'est remise en couple, parce qu'il y a plus de piles dans la télécommande pour regarder la télé, enfin des conneries comme ça qui nous mettent hors de nous, qui nous font perdre le contrôle. Alors que, mais on s'en bat les couilles, honnêtement, on s'en fout totalement. Ton attention au quotidien, c'est une ressource qui est limitée et il vaut mieux que tu l'utilises intelligemment au lieu de la disperser sur des conneries comme ça qui sont totalement insignifiantes. Et donc c'est hyper important de développer cette capacité à discerner ce qui est essentiel et ce qui est superflu, ce qui vaut la peine d'y prêter ton attention et ce qui vaut pas la peine de prêter ton attention. Typiquement, il n'y a plus de piles dans la télécommande, qu'est-ce que t'en as à foutre honnêtement, au pire tu vas en racheter, mais tu vas pas te mettre en rogne pour ça, ça fait pas sens, on est d'accord. Par contre,
raconte d'autres choses, comme par exemple Mark Manson nous explique que sa mère s'était fait taxer d'une grosse somme d'argent par un ami proche, et il voulait pas lui rendre, enfin un truc comme ça, je connais pas les détails, il explique dans le livre. Là, Mark Manson s'est foutu en rogne. Il a déclaré la guerre au mec pour qu'il récupère l'argent et qu'il le rende à sa mère, parce que là, c'est quelque chose d'important. Mais après, pour des petits détails, des petits trucs tout cons du quotidien, voilà, mieux vaut contrôler ses émotions, développer cette capacité de contrôle émotionnel pour dire, ok, ce petit événement-là, voilà, c'est pas ça qui va m'importuner, c'est trop insignifiant pour que je lui laisse le droit d'influencer mon état émotionnel. Donc je reste stoïque, je m'en bats les couilles. Petite interruption afin de te communiquer une information cruciale concernant la suite de cette vidéo. Mon intention de départ était de réaliser une vidéo sans montrer ma tête, 100% illustrée par des images et des petits dessins. Mais comme d'habitude, j'ai été trop bavard. Par conséquent, la vidéo synthétique de 15 minutes que je prévoyais de faire s'est vite transformée en méga vidéo de 45 minutes. Comme j'ai mieux à faire que de passer 3 jours non-stop à dessiner des petits bonhommes, j'ai décidé de m'en foutre et de laisser la suite du résumé en audio uniquement. C'est l'occasion pour toi d'écouter tranquillement ce résumé en faisant autre chose, comme par exemple préparer le dîner ou ranger ta chambre. Ou autre chose, on s'en fout, c'est toi qui vois. Merci pour ta compréhension et bonne écoute. Alors l'auteur nous raconte ensuite l'histoire du Bouddha, qui était à la base un jeune prince qui vivait dans un palais complètement coupé du monde extérieur, où il était surprotégé, où n'importe lequel de ses caprices et de ses désirs était exaucé dans la minute qui suivait. Et finalement, le prince, un jour, a fugué du palais pour se rendre compte de la misère du monde extérieur. Il a vécu lui-même dans la misère, dans la faim, dans le froid, dans l'insécurité. Et finalement, à un moment donné, il est parti sous un arbre, il a médité pendant, il paraît, 49 jours. Et la conclusion à laquelle il est arrivé, c'est que cherche pas à éviter la souffrance elle sera toujours là. Ça sert à rien d'essayer de fuir la souffrance, tu vas souffrir dans ta vie, point barre. C'est la conclusion du Bouddha. Et donc la philosophie, qui est l'essence même du bouddhisme, c'est vraiment ça la base, c'est au lieu d'essayer de résister à la souffrance, au lieu d'essayer de lutter, de ne pas souffrir, ce qui est vain comme on vient de le voir, eh bien, il faut apprendre à l'accepter. C'est la seule manière de vivre en paix, de vivre avec l'esprit paisible, c'est d'accepter, de tolérer la souffrance, de ne pas se rebeller contre elle, de ne pas essayer de l'éviter à tout prix, parce que sinon ça va impliquer encore plus de souffrance, et la seule manière de vivre de manière à peu près paisible, c'est d'accepter que, quoi qu'il arrive, la souffrance sera là. Il faut bien comprendre un truc, c'est que la souffrance, les émotions négatives, les émotions toxiques, enfin t'appelles ça comme tu veux, le fait de se sentir pas bien, c'est un rôle biologique, c'est très utile au niveau de l'évolution. Si la souffrance n'avait pas été là, eh bien on serait probablement pas ce qu'on est devenu aujourd'hui. Parce que la souffrance, c'est ce qui nous permet de nous dépasser, ce qui nous permet de sortir de notre zone de confort, pour conquérir de nouveaux territoires, pour se battre pour notre survie. Enfin voilà, la souffrance, ça a un rôle de motivation. Quand on est en souffrance, on est poussé à agir et c'est ce qui a permis à notre espèce, au fil des millénaires et des dizaines de milliers d'années, de devenir ce qu'on est aujourd'hui, une civilisation très avancée. À partir de là, il faut considérer les émotions négatives, les émotions toxiques, comme un voyant comme sur le tableau de bord de ta voiture. Tu sais, quand tu es en train de rouler, si tu as un voyant rouge qui s'allume, ça veut dire que c'est la merde. Ça veut dire qu'il vaut mieux s'arrêter sur le bord de la route et vérifier immédiatement ce qui ne va pas, sinon il peut t'arriver une couille. Et c'est exactement la même chose avec les émotions toxiques, elles sont simplement la manifestation d'un déséquilibre et un appel à l'action pour corriger ce déséquilibre de notre vie. Maintenant, pour en revenir à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tu sais qu'on nous met en avant ce concept de recherche du bonheur ou de poursuite du bonheur. Il y a même un film qui s'appelle comme ça d'ailleurs. Le truc, c'est que, comme on l'a vu précédemment, c'est un concept qui est totalement insensé. Le bonheur, c'est pas quelque chose que tu vas aller chercher. C'est pas un résultat qu'on obtient un jour après avoir résolu telle équation, après avoir obtenu telle somme d'argent, après avoir décroché tel job, après avoir telle situation amoureuse. Non, c'est pas ça le bonheur. C'est pas le résultat d'une certaine recette miracle en 14 étapes, bien sûr que non. Donc cette idée de poursuite du bonheur, c'est un mensonge. On nous fait croire ça avec la société de consommation notamment, qui nous fait croire, achetez plus, encore plus de gadgets pour vous faciliter la vie, vous serez plus heureux comme ça. C'est de la connerie, évidemment, faut pas écouter ça. Ce que Manson nous explique, c'est que la vie est faite de problèmes. La vie sans problème, ça n'existe pas. Tu peux pas vivre sans problème. Même si tu avais un dernier gadget à la mode pour chacun des petits problèmes de ton quotidien, tu te retrouverais dans l'oisiveté la plus totale et tu t'emmerderais
et tu te créerais un nouveau problème. Et ce nouveau problème, c'est quoi? C'est comment est-ce que je m'occupe? Ou alors c'est quel est le sens de la vie parce que tu t'emmerdes tellement que tu pars dans des crises existentielles, ce genre de choses. Quoi qu'il arrive, ton cerveau reste une machine à résoudre des problèmes. Et si tu n'as pas de problème dans ta vie, ton cerveau va en inventer. Et donc le secret du bonheur, c'est pas d'essayer de résoudre tous tes problèmes jusqu'au moment où tu vas gagner au loto, prendre ta retraite sur les plages paradisiaques aux Bahamas, siroter des mojitos au soleil sous les cocotiers. Ça te rendra pas heureux. On croit que c'est génial comme ça, c'est effectivement ce serait cool pour des vacances, mais tu vas très vite t'emmerder, c'est la réalité. Ton cerveau va créer de nouveaux problèmes. Le problème, ce sera, je me fais chier, quel est le sens de la vie, qu'est-ce que je fais de mes journées? Donc tu vois, tu vas trouver de nouveaux problèmes. Les problèmes ne s'en vont jamais. Et selon l'auteur, la clé pour être heureux, pour mener une existence vraiment heureuse, remplie, pleine de sens, c'est pas de chercher à fuir les problèmes. C'est d'être confronté au quotidien aux bons problèmes, aux problèmes que tu as envie de résoudre, aux problèmes que tu prends du plaisir à résoudre. Parce qu'encore une fois, quoi qu'il arrive, tu auras des problèmes. Si aujourd'hui ton problème c'est que tu es en surpoids et que tu veux maigrir, eh bien pour résoudre ce problème, pour arriver à une situation où tu n'as plus ce problème, tu as besoin de passer par plein d'autres problèmes qui sont par exemple te lever tôt le matin pour aller à la salle de sport, suer comme un porc sur ton tapis de course, manger des choses diététiques, tout ça c'est des nouveaux problèmes que tu vas te créer. Et l'idée pour être heureux, c'est d'être à l'aise, d'être confortable avec les problèmes que tu as à résoudre au quotidien. Si c'est des problèmes qui te font littéralement chier, tu vas être malheureux. Alors que si c'est des problèmes qui sont pleins de défis, pleins de challenges, qui t'enthousiasment personnellement, là tu seras heureux, tu passeras du bon temps à résoudre ces problèmes-là. Tu n'es pleinement heureux que quand tu identifies les problèmes que tu as envie d'avoir et de solutionner. Tu sais, il y a plein de gens qui fantasment à l'idée d'avoir un résultat dans leur vie, par exemple devenir riche. Bon, c'est assez classique, il y a plein de gens qui fantasment devant l'idée de s'imaginer riche. Mais le truc c'est que ils n'ont pas envie en réalité de résoudre les problèmes qui mènent à ce résultat, donc de devenir riche. Ils sont pas prêts à avoir ces problèmes-là. Tu vois, par exemple, l'entrepreneuriat. Tout le monde aujourd'hui veut devenir entrepreneur, c'est le dernier truc à la mode, voilà, tout le monde rêve de ça. Et pourtant, très peu de gens sont prêts à résoudre les problèmes qui vont te permettre d'être un entrepreneur à succès. Parce que moi-même, pour être entrepreneur, je peux te dire que des problèmes, il y en a un paquet. C'est pas facile tous les jours, c'est pas marrant tous les jours. Il faut prendre du plaisir un minimum à résoudre ces problèmes-là. Il faut bosser comme un fou, il faut accepter de pas être encadré, c'est-à-dire de te donner tes propres consignes pour bosser et pas avoir de supérieur hiérarchique. Il faut savoir gérer aussi l'incertitude parce que t'es responsable de tes propres résultats, mon gars. Si t'es entrepreneur, tu vas pas avoir une gentille paye toute régulière qui va tomber tous les mois, tes revenus ça va être en dents de scie, c'est pas si facile que ça à gérer émotionnellement aussi. Donc tu vois, tout ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte et si tu fantasmes juste sur l'idée de devenir entrepreneur alors que au fond de toi, t'es pas prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver et surtout tu vas pas y prendre plaisir, ça sert à rien. T'es probablement pas fait pour être entrepreneur. Et c'est ok, c'est pas grave. Mark Manson, par exemple, il nous explique dans le bouquin qu'à une époque, il voulait être une star du rock. Voilà, il voulait être une superstar, avoir la notoriété mondiale, faire des tournées internationales, ça le faisait rêver. Sauf que il s'est rendu compte avec le temps que le process pour arriver à ce résultat, ça l'intéressait pas plus que ça finalement, ça le faisait pas rêver. Et là je vais le citer avec cette phrase que je trouve assez belle, assez imagée. Je n'aimais pas trop grimper, c'est juste que ça me plaisait d'imaginer le point culminant. Je voulais la récompense mais pas les efforts. Je désirais non le combat, mais la victoire uniquement. Et si tu penses à un boxeur par exemple, je pourrais te prendre des milliers d'exemples, mais prenons un boxeur. Le mec qui est champion du monde de boxe, tu prends par exemple Floyd Mayweather, c'est un mec qui a dû se prendre des patates dans la gueule, mais un nombre inconsidérable pour y arriver, pour devenir le meilleur. Et ça l'a pas dérangé plus que ça, il est à l'aise avec le processus qui l'a mené à être champion du monde. Mais à côté de ça, t'as plein de wannabes qui se disent « Ouais, trop bien, je vais être boxeur pro, je suis balèze, je vais tous leur casser la gueule ». Mais en réalité, ils fantasment juste sur l'idée de s'imaginer avec la ceinture, alors que, en vrai, ils sont pas prêts à se prendre les pains dans la gueule nécessaires pour y arriver. Ils en ont pas envie en tout cas, ça les motive pas plus que ça de se lever le matin. Donc la grande idée de ce chapitre à retenir, c'est vraiment trouve les problèmes avec lesquels tu es à l'aise, pour lesquels tu te sens confortable pour les résoudre. Focalise-toi sur le processus beaucoup plus que sur le résultat. Le résultat c'est cool parce que ça te donne une direction, ça te donne un cap, mais ça doit en rien être une fin en soi. Il faut que le processus qui te mène vers ce résultat soit quelque chose que tu kiffes.
Alors, dans ce chapitre, Mark Manson nous met une espèce de baffe de réalité dans la gueule. C'est assez brutal pour certaines personnes peut-être. Cette baffe de réalité, c'est que tu n'as rien d'exceptionnel. Accepter que ton existence n'est pas si exceptionnelle que ça. Peut-être que, voilà, en grandissant, ta maman t'a répété que tu étais spécial, que tu étais destiné à de grandes choses, peut-être, je sais pas. Ça arrive à beaucoup de personnes en tout cas, d'être élevé un petit peu dans cette illusion comme quoi notre destin est spécial et supérieur à celui des autres, alors qu'en réalité, il y a 99,9% de chances que tu sois quelqu'un de plutôt banal finalement. Tu marcheras jamais sur Mars, tu seras jamais président de la République, tu seras probablement jamais milliardaire non plus, et un jour tu vas crever, un jour on va mourir, on va tous mourir, et un jour également tout le monde nous aura oubliés. Et ça c'est la dure réalité, c'est la baffe de réalité qu'on se prend dans la gueule. Mais encore une fois, c'est plus sain de l'accepter. Parce que quand on n'arrête pas de se répéter à soi-même qu'on est spécial, qu'on est extraordinaire, exceptionnel, finalement on se retrouve bien souvent complètement déconnecté de la réalité, à se faire des attentes monstrueuses et finalement être vite rappelé à la réalité par les événements. On devient un espèce de mégalo et c'est assez malsain parce que voilà, on vit pas dans la réalité quoi. Et par rapport à ça, Manson nous explique que l'estime de soi, ce qu'on appelle l'estime de soi, voilà, c'est généralement quelque chose qu'on considère comme bien, on veut avoir de l'estime de soi. Mais l'estime de soi, généralement, on se trompe sur ce que c'est. L'estime de soi, c'est pas de se croire invincible, c'est pas d'avoir l'impression qu'on est le meilleur, qu'on est destiné à des choses extraordinaires, c'est pas ça l'estime de soi. L'estime de soi, c'est d'être capable de reconnaître ses faiblesses, d'être à l'aise avec ses faiblesses. Je te le répète parce que ça c'est important, l'estime de soi, c'est pas de se croire invincible, c'est d'être capable de reconnaître et d'être à l'aise avec tes faiblesses. Tu l'as remarqué aujourd'hui, on se fait bombarder partout de success stories, de gens qui ont des vies géniales, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, entre les influenceurs pognon business là, qui te balancent leur vie de rêve à coups de villas, de Lamborghini, de montres de marque à 50 000 euros. Après, tu as aussi les influenceurs voyage qui te montrent tiens, regarde à quel point ma vie elle est géniale, je voyage dans les coins les plus paradisiaques du globe, ma vie est trop bien et toi, tu es juste là comme un con derrière ton écran à fixer ton fil d'actualité comme un loser. Tu as aussi les influenceurs fitness qui te font culpabiliser d'avoir 2-3 bourrelets par-ci par-là parce qu'eux, ils ont un corps ultra dessiné, magnifique. Par contre, ils te diront jamais qu'ils sont chargés comme des bœufs. Dans 95% des cas, les mecs, ils sont chargés comme pas possible, tout ça pour avoir des likes. Et pareil pour les femmes, avec la chirurgie esthétique, tout ça, c'est monnaie courante sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, toi, tu te sens complètement naze à côté de tout ça. Tu as l'impression d'être un loser. Sauf que si tu pars du principe dès le départ que ton destin n'est pas censé être extraordinaire, que tu n'as rien de spécial, que tu n'as rien d'exceptionnel par rapport à quelqu'un d'autre, tu vas pas entrer dans le concours de quéquette avec ces personnes-là. Ça va être libérateur pour toi. Et tu seras enfin libre de te focaliser sur ce qui te motive vraiment sans avoir d'attente complètement irréaliste et déconnectée de la réalité. Alors, dans ce chapitre, un concept très important de la part de Mark Manson, qui est le concept de valeurs cool et de valeurs de merde. Alors, les valeurs, déjà, qu'est-ce que c'est? Selon la définition de Mark Manson, une valeur, ce serait ton pourquoi. Donc, la raison pour laquelle tu te lèves le matin, ta source de motivation dans la vie. Pourquoi est-ce que tu te bats au quotidien? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour la liberté? Est-ce que c'est pour ta famille? Enfin, tu vois, tout ça, c'est des valeurs. Et il existe des valeurs complètement merdiques et des valeurs qui sont plutôt cool, qui peuvent te rendre, en tout cas, plus heureux. Et pour illustrer ça, Manson nous donne l'exemple d'un guitariste, d'un jeune guitariste talentueux qui s'appelait Dave Mustaine. Dave Mustaine, il était guitariste dans un groupe de métal. Et le problème, c'est qu'un jour, ses potes ont décidé de le dégager. Tout simplement, il s'est retrouvé à la porte, il s'est fait virer par ses potes, et ça l'a sacrément foutu en rogne. Il voulait sa vengeance, Dave Mustaine, et il s'est dit, tu sais quoi, rien à foutre, moi je vais leur mettre la pâtée à mes anciens potes, je vais les humilier, je vais monter mon groupe à moi, et je vais leur mettre une branlée. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que Dave Mustaine, il a recruté d'autres musiciens talentueux pour former un groupe qui s'appelle Megadeth. Et avec ce groupe, au fil des années, ils ont eu un succès juste incroyable. Ils ont vendu plus de 25 millions d'albums Megadeth. Donc c'est gros succès de la part de Dave Mustaine, incroyable. Le truc, c'est qu'en 2003, dans une interview, Dave Mustaine a avoué que ça l'arrivait de toujours se voir comme un loser. Et la raison à ça, c'est que ses anciens potes qu'il avait dégagés du groupe, c'était Metallica. Et Metallica, ça n'a rien à voir avec Megadeth. Metallica, c'est plus de 180 millions d'albums vendus. C'est un truc incroyable. Donc malgré son succès
très honorable, très respectable avec Megadeth, eh bien Dave Mustaine continuait de se voir comme un loser, continuait de se sentir mal, parce que la valeur selon laquelle il s'auto-évaluait, c'était pas son succès personnel, c'était pas sa créativité musicale, c'était le fait de massacrer ses anciens potes. Donc la valeur, c'était la vengeance. Et il s'autorisait pas à être en paix avec lui-même tant que il n'avait pas dépassé ses anciens potes. Et là, en l'occurrence, bon courage, vu que c'était Metallica, qui est considéré comme un des plus grands groupes de rock metal de tous les temps. C'est très 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 difficile de faire mieux. Donc ça, typiquement, c'est un exemple de valeur de merde. La vengeance, l'esprit de revanche, c'est de la merde. Et ensuite, Mark Manson nous donne un très beau contraste en nous racontant l'histoire d'un autre musicien qui a eu un parcours très similaire avec celui de Dave Mustaine, mais qui lui, pour le coup, a bien tourné. C'était une personne qui s'appelait Pete Best, qui était le batteur des Beatles il y a très très longtemps, donc le grand groupe des Beatles que tout le monde connaît, qui ont fait la chanson du sous-marin jaune. Pete Best, de la même manière que Dave Mustaine, à ses débuts dans le groupe des Beatles, il s'est fait dégager. Ils l'ont mis à la porte comme un malpropre. Et le truc, c'est que Pete Best, sa réaction a été très différente de celle de Dave Mustaine, dans le sens où, au début, il était très affecté par cette décision. Il était très malheureux à cause de ça. Il s'imaginait tout ce qu'il avait raté, surtout quand il voyait ses potes en train d'enchaîner les tournées internationales. Forcément, ça fout la rage. Mais ce que Pete Best a avoué plus tard, a relaté de son parcours, c'est qu'il était convaincu qu'il était plus heureux aujourd'hui que ce qu'il serait s'il avait continué avec les Beatles. Pourquoi ça ? Parce qu'entre-temps, il a construit une famille, il a une belle vie, il s'est créé une belle situation. Il a une vie dans laquelle il peut être heureux et épanoui sans pour autant être une star. Et la différence avec Dave Mustaine, c'est simplement la valeur à partir de laquelle il s'évalue lui-même. Dave Mustaine, son critère pour évaluer sa propre valeur, c'était où est-ce que j'en suis par rapport à Metallica. Alors que Pete Best, son critère, c'était la famille, c'était l'hygiène de vie, l'épanouissement personnel, ce genre de choses. Avoir une belle vie dans laquelle je suis épanoui et sans pour autant me comparer aux autres. Donc là, on a un très bon contraste entre valeurs de merde et ce que Mark Manson appelle valeurs cool. Les valeurs cool, c'est des valeurs qui sont dans un premier temps réalistes, donc pas des choses complètement gargantuesques, irréalisables, non, des choses qui sont relativement simples et réalistes de se battre pour ça. Également, deuxièmement, les valeurs cool sont constructives, c'est-à-dire que rechercher ces valeurs, avancer en suivant ces valeurs, ça va faire de toi une meilleure personne. Et puis enfin, troisièmement, une valeur cool, c'est une valeur qui est contrôlable, c'est-à-dire que tu as le contrôle total là-dessus, c'est pas dépendant de facteurs extérieurs où finalement ça va juste, ton succès va juste être un coup de chance, un coup de poker. Non, ça on n'en veut pas pour les valeurs cool. Donc les valeurs cool, ça peut être l'honnêteté, le respect, le dépassement de soi, la créativité, la famille par exemple. Toutes ces valeurs-là, c'est des valeurs qui vont te rendre plus heureux, qui vont faire de toi une meilleure personne, qui vont te permettre d'avoir une plus belle vie tout simplement. Alors qu'à côté, on a toutes les valeurs de merde qui sont, par exemple, le plaisir, la recherche du plaisir, c'est une sacrée valeur de merde. Les personnes qui se shootent à l'héroïne, c'est leur valeur phare, c'est la recherche du plaisir. Et pourtant, est-ce que les camés à l'héroïne sont heureux ? Je pense que non. Mais c'est pareil avec tous les petits plaisirs de la vie de tous les jours, sans forcément prendre des exemples extrêmes comme la drogue dure. Si tu prends l'exemple des réseaux sociaux, de la malbouffe, du sucre, de la cigarette, de l'alcool, des jeux d'argent, du shopping, tout ce qui sécrète de la dopamine dans ton cerveau en fait. La recherche de ce petit plaisir, c'est une valeur qui à tous les coups va te rendre malheureux. Après, on a également la réussite matérielle qui est une valeur de merde. Donc la réussite matérielle, simplement le fait d'avoir du fric pour avoir du fric, avoir une plus grosse maison, une plus grosse voiture que ton voisin. Voilà, ça c'est de l'ego par excellence, c'est juste essayer de montrer que tu es le meilleur pour masquer tes propres insécurités intérieures, mais en général ça te rend très malheureux. La vengeance également, une valeur de merde, comme on a pu le voir, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on l'a déjà vu avec l'exemple de Dave Mustaine. Et puis le fait de vouloir tout le temps avoir raison. Tu sais, on connaît tous des monsieur je sais tout, qui veulent toujours avoir le dernier mot, qui s'engagent dans des débats interminables, qui se mettent dans des émotions pas possibles dès que quelqu'un contredit ne serait-ce qu'une seconde leur conviction. Voilà, ça encore une fois, le fait de vouloir toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot, c'est une valeur que beaucoup de gens ont, des gens qui refusent d'avoir tort, qui ont un ego surdimensionné souvent, qui veulent absolument imposer leur vision du monde au reste du monde, mais ces gens-là sont très souvent aigris et malheureux. Donc ce que tu peux faire, c'est reconsidérer tes valeurs, te demander de manière totalement honnête et transparente avec toi-même, aujourd'hui, qu'est-ce que je recherche concrètement ? Pourquoi est-ce que je me bats au quotidien ? Est-ce que c'est pour une valeur cool, une valeur qui me rendra heureux, ou pour une valeur merdique qui me rendra malheureux ? Et tu peux évidemment changer ça, reconsidérer le cap que tu donnes à ta vie pour rechercher des valeurs qui sont des valeurs cool.
Dans ce chapitre, Manson nous fait le parallèle entre choisir et subir. Et accroche-toi parce que c'est hyper important de comprendre ça. C'est vraiment un chapitre qui, moi, m'a marqué. Enfin, c'est des choses que j'appliquais déjà, mais je pense que c'est vraiment un des piliers de ce bouquin. C'est ce chapitre 5. L'idée ici, c'est qu'une expérience sera vécue de manière complètement différente en fonction de si cette expérience est choisie, si toi-même tu l'as choisie, ou alors si tu l'as subie, si tu n'as pas le choix, si tu es obligé de vivre cette expérience par la contrainte. Par exemple, une rupture amoureuse. Si tu es en couple avec quelqu'un et que du jour au lendemain, tu te fais plaquer, tu as peut-être l'impression de subir cette situation. Et donc forcément, tu vas très mal vivre cette rupture. Peut-être que tu vas plus avoir la joie de vivre pendant quelques mois. Alors que si au contraire, tu te sépares de ton partenaire, par exemple, après une discussion où vous en êtes tous les deux arrivés à la conclusion que c'était la meilleure chose à faire, à partir de là, comme c'est un choix, tu auras le sentiment d'avoir choisi d'être redevenu célibataire, tu vas beaucoup mieux le vivre simplement parce que c'est une situation que tu auras choisie. Bien souvent, la seule différence entre une situation ressentie comme accablante et une autre au contraire perçue comme galvanisante est le sentiment, dans le second cas, d'avoir pu exercer un choix en toute autonomie et d'en assumer la responsabilité. Et ce dernier mot, responsabilité, c'est vraiment le principe clé pour être en paix avec ses choix de vie. Quand il t'arrive quelque chose dans la vie, quoi que ce soit, peu importe la situation qui t'arrive, une situation plaisante, déplaisante, peu importe, tu es responsable de cette situation. Être responsable face à une situation donnée, ça veut dire accepter la situation et agir de la manière la plus constructive possible en fonction des informations, des outils que tu as à disposition. Même si la situation est déplaisante, tu vas accepter, ok, ça vient de se passer, maintenant concrètement, qu'est-ce que je fais? Et l'inverse de cet état d'esprit de responsabilité, c'est l'état d'esprit de victime, où il t'arrive quelque chose de pas bien, de pas cool, que tu juges en tout cas comme étant pas cool, et donc ta réaction, ça va être de te plaindre, ça va être de râler, de chercher la compassion des autres, d'être frustré, d'avoir l'impression d'avoir aucun contrôle sur la situation. Ça, c'est l'état d'esprit de victime qui est l'opposé total de l'état d'esprit de responsabilité. Être responsable, ça veut dire qu'à un instant T dans ta vie, tu es capable d'analyser la situation pour prendre la meilleure décision pour toi et passer à l'action. Sans te plaindre, sans pleurnicher, sans trop tomber dans des regrets. Non, tu agis, tu es focalisé sur la meilleure option que tu as et tu agis, point barre. Pour reprendre l'exemple de la rupture amoureuse, si par exemple tu te fais larguer, c'est une situation qui est certes pas cool parce que tu l'as pas choisie. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que tu es responsable de ta situation. Tu es là, nouveau célibataire, tu viens de te faire larguer. Maintenant, c'est à toi de te reprendre en main. C'est à toi de tourner la page, c'est à toi de te donner de nouveaux objectifs dans ta vie, c'est à toi de te consacrer à d'autres projets constructifs et arrêter de tout le temps penser à ça. Ça, c'est ta responsabilité. Donc, je t'invite à adopter vraiment ce mantra qui peut changer ta vie, c'est « Je suis responsable de tout ce qui m'arrive ». Répète-toi mentalement cette phrase, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment méditer. Alors, il y a un truc qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que être responsable, ça ne veut pas dire être fautif. Il y a une différence entre les deux. Par exemple, si on te vole ton vélo, imaginons, tu vas en ville avec ton vélo, tu attaches ton vélo avec l'antivol, sauf qu'il y a un trou du cul qui arrive avec une pince et qui casse ton antivol et qui se barre avec ton vélo. Donc tu reviens après là où tu avais garé ton vélo n'est plus là, ah bah merde, qu'est-ce que je fais? T'es pas fautif, c'est pas ta faute. Même légalement, si le voleur se fait retrouver, il va avoir des problèmes. Donc toi, tu n'es pas fautif, par contre, tu es responsable. Tu es responsable de dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est la manière la plus constructive de réagir face à cette situation? Est-ce que tu vas essayer de retrouver ton vélo? Est-ce que tu vas en racheter un nouveau? Est-ce que tu vas attendre peut-être? Ou alors en acheter un vieux tout pourri? Enfin bref, qu'est-ce que tu fais concrètement au lieu de râler, de te plaindre, de pleurnicher, de te lamenter toute la journée? Tu es responsable, il t'arrive une situation donnée, bam, tu agis, tu es dans l'action. Un autre exemple qui pour le coup est pris par l'auteur, c'est l'exemple d'un homme qui est petit en taille, qui mesure par exemple 1m65, 1m70 et qui galère dans sa vie sentimentale, qui n'arrive pas à séduire les femmes parce qu'il se dit c'est parce que je suis petit. Je suis petit et j'ai lu dans un bouquin de séduction que les femmes sont attirées par les hommes qui sont grands. Et comme il se grave cette connerie dans la tête qu'il n'arrive pas à penser autrement, il se met en position de victime. C'est pas de ma faute si j'ai pas de succès dans les relations, c'est parce que je suis petit, c'est parce que j'ai un gros nez, c'est parce que blablabla, blablabla. Et à côté de ça, il n'est pas responsable, il ne passe pas à l'action, alors qu'il pourrait très bien évaluer autrement son succès avec les femmes. Peut-être que c'est par rapport à sa personnalité, peut-être que c'est par rapport à sa capacité à être engageant, à avoir la tchatche, et que finalement, on peut très bien surmonter ce handicap, entre guillemets, d'être petit. Mais si dès le départ, tu te dis j'y peux rien, je suis petit, je suis condamné, là, tu te mets en mode victime. Être responsable, c'est te dire, ok, je suis petit, c'est comme ça, je vais pas pouvoir le changer, c'est génétique, c'est gravé dans mon ADN, donc j'y peux rien, je suis dans cette situation, ok, maintenant je fais comment?
Maintenant, je fais comment pour améliorer ma vie sentimentale? Il y a forcément une solution, c'est pas parce que je suis petit que je suis condamné. Donc tu vois, c'est l'état d'esprit d'être responsable et c'est vraiment un état d'esprit que je t'invite vivement à adopter dès maintenant. Si tu as peut-être encore un petit peu tendance à te plaindre, bon, c'est pas grave, mais tu peux t'améliorer, tu peux corriger ça justement, arrêter de te plaindre et être responsable en toutes circonstances. Alors, dans ce chapitre, Mark Manson nous explique que c'est dangereux d'avoir trop de certitudes par rapport à soi-même ou par rapport au monde. Des certitudes en général, c'est quelque chose de mauvais. Et le doute, le fait de douter de soi ou de douter de ses idées, de ses opinions, c'est quelque chose de sain parce que ça nous permet d'évoluer. En fait, nous, les humains, on est prêts à tout pour protéger notre identité. Quand on construit une certaine identité et qu'on se perçoit comme tel, eh bien, toute information qui va venir mettre en danger cette identité, on va avoir tendance à l'ignorer. Et cette incapacité à remettre en question notre identité, ça peut nous mener à des situations très délicates et très désagréables. Par exemple, quelqu'un qui a passé toute sa jeunesse et même tout le début de sa vie d'adulte à faire la fête et qui s'est construit cette identité de fêtard, de la personne qui est sociable en soirée, qui boit de l'alcool, etc., qui adore faire la fête, qui adore sortir, qui adore se coucher à 6 heures du matin. Si cette personne elle a battu son identité autour de ce comportement de fêtard, eh bien le jour où elle aura un problème de santé, ou son foie commencera à avoir des problèmes à cause de l'alcool, ou quand elle entrera dans une période de la vie qui lui demande d'être un petit peu plus modérée, eh bien ça va mettre en danger son identité. Elle va se retrouver complètement perdue, elle est incapable de se voir autrement que comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle s'est définie depuis des années et des années et des années. C'est la loi de l'évitement de Mark Manson, alors c'est lui qui s'est auto-attribué cette loi. Plus quelque chose met en danger ton identité, plus tu t'efforces de l'éviter. Et comme on l'a vu, c'est dangereux parce que quand tu es trop enraciné dans tes propres certitudes par rapport à toi-même, par rapport au monde, eh bien tu n'évolues plus et ça peut te porter gravement préjudice. Donc c'est important de douter régulièrement également, d'être capable d'analyser les feedbacks que les autres te donnent. Par exemple, si on te dit que tu es trop paresseux ou si on te dit que tu fais pas assez attention aux autres, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Alors après, peut-être que l'avis des autres est erroné parfois, mais c'est important d'apporter sa réflexion et de se demander « et si j'avais tort ? Qu'est-ce qui se passerait si j'avais tort ? Peut-être que j'ai tort, peut-être que non, t'as raison, ça arrive, mais peut-être aussi que t'as tort. Et si t'as tort, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à toi-même ?» Souvent là, ça soulève des questions qui sont assez inconfortables, mais c'est essentiel de savoir creuser pour évoluer, pour faire évoluer ton identité vers quelque chose de meilleur. Alors là, Mark Manson nous raconte l'histoire de Pablo Picasso, le célèbre peintre, qui était dans un café en train de gribouiller un croquis sur une serviette en papier du restaurant. Il y avait une femme qui était en train de le regarder avec fascination depuis une autre table, qui regardait Picasso dessiner, qu'il avait reconnu, qui était totalement fan de son travail. Et au bout d'un moment, Picasso se lève pour s'en aller et il chiffonne en boule son petit croquis. Et là, t'as la dame qui le regardait qui tout d'un coup, outrée, elle se lève et dit « Mais monsieur Picasso, moi j'adore ce que vous faites, si vous voulez, je vous rachète votre croquis. » Et là, Picasso, il la regarde et lui dit « Ok, tu sais quoi, pas de souci, ça fera 20 000 $. » Et alors là, la femme, elle est totalement confuse, complètement déboussolée. Elle lui dit « Mais monsieur Picasso, vous êtes sérieux? Il vous a fallu seulement 2 minutes pour dessiner ça. » Et là, Picasso, tu sais ce qu'il lui dit? Mais il la regarde dans les yeux et il lui dit « Non madame, il m'a fallu plus de 60 ans. » Bon, c'est la petite histoire sympa pour illustrer ça que prend Mark Manson, mais l'idée derrière ça, c'est que le succès est impossible sans l'échec. Le petit croquis sur une serviette que Picasso a dessiné en 2 minutes, en réalité, il a été possible seulement parce que Picasso a passé 60 ans à perfectionner son art. Donc quand tu vois le croquis, tu te dis c'est bon, ça a été dessiné en 2 minutes, alors qu'en réalité, pour acquérir la compétence de dessiner ce croquis, il a fallu des dizaines et des dizaines d'années de pratiques extrêmement intensives, dignes d'un véritable maître, d'un véritable virtuose de son domaine, comme c'est le cas pour Picasso. Aujourd'hui, quand on voit le succès, on se dit c'est trop bien, il me faut du succès dans ma vie, voilà, je veux plus d'argent, plus de succès, enfin tout ce que tu veux. On veut plus de succès, mais par contre on veut pas échouer. On veut pas les échecs qui mènent au succès. Parce que Picasso, pour atteindre son niveau de maîtrise, il a fallu qu'il échoue, qu'il fasse de la merde, qu'il dessine des choses très moches pour s'améliorer, encore s'améliorer, encore s'améliorer.
Le succès ne peut venir que d'une multitude d'échecs. Les échecs sont nécessaires pour venir sculpter ta compétence, pour venir perfectionner ta maîtrise. Autant te dire que la probabilité que tu arrives du premier coup à atteindre un objectif grandiose, elle est extrêmement faible. C'est sûrement pas comme ça du premier coup sur un coup de bol que tu vas y arriver, à moins que tu gagnes au loto. C'est la première fois que tu joues, tu gagnes au loto. Bon, certes, c'est une personne sur je sais pas combien de dizaines de millions. Ça ne risque pas de t'arriver. Encore une fois, rappelle-toi ce principe du bouquin, tu n'es pas si spécial, t'as rien d'extraordinaire. Arrête de croire que ton destin est supérieur à celui des autres. Et les valeurs de merde dont on a déjà parlé précédemment, le problème c'est qu'elles te poussent à te focaliser sur le succès, sur le résultat, sans vouloir les échecs qui sont nécessaires pour façonner ce succès. Parce que quand on adopte des valeurs merdiques, on voit l'échec comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qu'il faut fuir, comme quelque chose qui est bon pour les losers. Par contre, quand on a des valeurs cool, dont on a également parlé précédemment, mais là, ça nous pousse à nous focaliser sur le processus plutôt que sur le résultat. Et donc, dans le processus, on apprend de nos erreurs, on accepte de faire des erreurs, d'avoir des petits échecs, et on apprend pour faire mieux ensuite, pour s'améliorer. Et comme on est à l'aise avec les problèmes qu'on résout dans ce processus pour atteindre cet objectif, comme on l'a vu, les bons et les mauvais problèmes, quand on est à l'aise avec les problèmes qu'on a au quotidien et qu'on les trouve épanouissants personnellement, on n'a aucun problème à en chier sur le chemin vers nos objectifs. Même si c'est dur, même s'il y a de l'adversité, c'est pas grave, on persévère parce qu'on apprécie résoudre ces problèmes. Ça met du défi, ça met du challenge, c'est quelque chose qui nous met dans un état de flow et on n'a aucun problème avec l'adversité parce que justement, on kiffe ça, tout simplement. Les plus belles victoires, celles dont nous sommes les plus fiers, sont celles que nous avons remportées de haute lutte contre l'adversité. Le fait d'en chier sur le chemin de tes objectifs, ça va faire qu'une fois que tu as atteint l'objectif, tu seras largement plus fier de toi. Imagine par exemple deux personnes. La première personne, elle va gagner 1 million d'euros au loto. Voilà, elle a joué, elle a acheté un ticket de loto. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle a été tirée au sort. Elle est l'heureuse gagnante de 1 million d'euros au loto. Et la deuxième personne, elle vient d'être millionnaire, et par contre elle n'a pas gagné au loto, elle a passé des années et des années à en chier pour monter son business, pour apporter de la valeur, elle s'est démenée, elle s'est surpassée, elle a rien lâché, et elle atteint ce cap symbolique d'avoir 1 million d'euros de patrimoine. Évidemment, dans le second cas, la personne qui a gagné 1 million d'euros grâce à son business en travaillant très dur, elle se sentira tellement plus fière d'elle que la personne qui a simplement acheté un ticket de loto. On est d'accord ou pas? Donc arrête de chercher les raccourcis, les solutions miracles. Tu sais, il y a plein de gens qui voudraient des petites pilules magiques pour résoudre tous leurs problèmes. C'est de la connerie. L'adversité a du bon. Quand tu résous des problèmes, en tout cas, qui sont des bons problèmes pour toi, il n'y a pas de souci à en chier. Il n'y a pas de problème. Accepte d'en chier et tu verras qu'à la fin du chemin, quand tu auras atteint la plupart de tes objectifs, tu te sentiras extrêmement fier de toi. Dans la vie, il y a plein de choix et d'engagements qu'on a besoin de faire à un moment ou à un autre. Ça peut être s'engager auprès d'un partenaire, s'engager dans une ville, construire sa vie dans une certaine ville plutôt qu'une autre. Ça peut être dans sa voie professionnelle, choisir de se spécialiser dans telle compétence plutôt qu'une autre, creuser vraiment une voie professionnelle plutôt qu'une autre. C'est des choix qu'on a à faire dans notre vie qui vont déterminer la trajectoire de notre destinée. Et Mark Manson nous explique ce paradoxe du choix qui dit que plus on a d'opportunités, plus on a d'options finalement qui se proposent à nous, plus on risque d'être insatisfait de notre choix. Choisir, c'est renoncer. Choisir quelque chose, c'est aussi renoncer à toutes les autres options que tu avais. Et plus ces options sont nombreuses, plus ça va être difficile de choisir déjà, et plus en plus tu risques de le regretter une fois que tu auras fait ton choix. Si par exemple tu vas au restaurant et que tu as choix entre spaghetti bolognaise, burger frites et poisson avec de la purée de patates, si tu as le choix seulement entre ces 3 menus, tu vas en choisir un et tu seras probablement content avec ton choix. Maintenant, si tu vas dans un autre restaurant qui te propose un menu avec 50 options différentes, avec 20 sauces à choisir au choix, plus les accompagnements, c'est vraiment une myriade de choix, tu peux même pas imaginer, ça va être très difficile pour toi de choisir et tu vas peut-être le regretter une fois que tu auras choisi de ne pas avoir pris l'autre truc qui te faisait envie. Et ensuite, Mark Manson nous explique un truc dans lequel je me reconnais beaucoup parce que j'ai un parcours assez similaire par rapport à ça, vu que je gagne ma vie sur Internet. Mark Manson nous explique que sa stratégie à lui, ça a été au lieu de choisir pour ensuite regretter, ça a été de ne jamais choisir, de profiter un maximum de toutes les opportunités, d'essayer d'avoir tout au lieu de s'engager dans une seule voie, de profiter de toutes les voies différentes. Par exemple, en passant des années à voyager aux 4 coins du monde, dans plus de 50 pays, ou alors en refusant de s'engager dans une relation sérieuse, en enchaînant les coups d'un soir. Tu vois, ça peut être vu comme une option pour ne pas s'engager et ne pas avoir à faire ce choix justement, pour éviter d'avoir des regrets. Sauf que le problème, et ça Mark Manson s'en est rendu compte, c'est que ça marche un temps,
excitant, mais au bout d'un moment, tu finis par te lasser. L'engagement devient nécessaire. Ça, c'est la loi du rendement décroissant qui dit que quand tu fais une expérience pour la première fois, par exemple, tu voyages à l'étranger pour la première fois de ta vie, ça va être une expérience incroyable. Tu vas avoir l'impression d'être à Disneyland, tout sera nouveau pour toi, tu vas goûter la bouffe locale, tu vas être super content, tu vas sortir, visiter des choses, ça va être incroyable pour toi. Par contre, quand tu en es à ton 50e pays, un nouveau voyage de plus, même si c'est un nouveau pays que tu n'as jamais visité avant, ça risque de ne pas te faire grand-chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément vécu moi-même à mon premier voyage en Thaïlande. Je me rappellerai toujours, j'en ai des souvenirs incroyables. Mais après plusieurs années de voyage, notamment j'ai découvert la Corée après avoir voyagé dans beaucoup de pays. Mais finalement, la découverte de la Corée du Sud, alors j'ai adoré ce pays. Simplement, c'était pas autant l'excitation, c'était pas autant la folie que mon tout premier voyage. C'est la loi du rendement décroissant qui dit que plus tu expérimentes dans quelque chose, eh bien moins les nouvelles découvertes te procureront des émotions. C'est pareil, par exemple, si tu enchaînes les coups d'un soir. C'est pareil si tu te passionnes pour plein de trucs différents et que tu n'arrêtes pas de sauter d'une passion à l'autre, d'une activité à l'autre. Au bout d'un moment, ça devient lassant et il faut s'engager. Tu commences à avoir besoin de t'engager parce que l'engagement, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans une voie professionnelle, que ce soit dans un lieu de vie, ça offre une expérience qu'on n'aurait jamais pu vivre en sautant d'une expérience à l'autre, en papillonnant d'une relation à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une activité à l'autre. On n'aurait jamais pu accéder à cette expérience. Par exemple, quand tu vis dans une ville depuis 20 ans, tu as une expérience qui est complètement différente que quelqu'un qui vient de débarquer, qui est juste là en voyage pour quelques semaines. On est d'accord? Même chose pour les relations. Quand tu es en couple, dans une relation saine avec une personne depuis des années et des années, tu accèdes à une expérience qui est impossible à connaître quand tu sautes d'une relation à l'autre, que tes relations durent jamais plus de quelques semaines. Au bout d'un moment, quand l'exploration par la diversité ne suffit plus, eh bien, il faut explorer par l'engagement. L'engagement concentre l'énergie sur quelques objectifs prioritaires, vers un degré de réussite plus élevé que celui qu'on aurait atteint en se dispersant. Alors après, à mon avis, c'est quand même bien d'expérimenter certaines choses de la vie à fond pendant une certaine période pour justement te faire ta propre expérience et comprendre que peut-être que c'est pas ça que tu as envie. Mais si tu l'avais jamais expérimenté, tu n'aurais jamais su. Par exemple, quelqu'un qui est en couple avec une autre personne qu'il connaît depuis la maternelle, qui est sa première relation depuis qu'ils ont 16 ans, peut-être que cette personne aura une certaine frustration qu'elle gardera en elle de ne pas avoir plus expérimenté les relations sentimentales. Après, bon voilà, je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais tu vois, tu auras toujours cette frustration de ne pas savoir ce qu'il y a derrière. Alors que quand tu fais l'expérience une fois, que tu testes, même parfois dans l'abus, après, tu as l'impression d'en avoir fait le tour et finalement, tu peux passer à autre chose. Moi, par exemple, avec l'alcool, quand j'étais étudiant, j'en ai tellement profité, je me suis tellement bourré la gueule, je me suis tellement mis des caisses qu'aujourd'hui, je bois plus d'alcool, ça m'intéresse plus. Je sais très bien que je vais pas y trouver un quelconque épanouissement là-dedans, donc je bois plus et j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas de regrets quand je vois des gens qui font la fête. Je suis pas en train de me dire dans ma tête « Oh, j'aimerais tellement les rejoindre ». Non, je m'en fous complètement parce que j'ai connu l'alcool, j'ai fait le tour, c'est bon, je sais ce que c'est faire la fête, ça m'intéresse plus aujourd'hui, j'ai tourné la page et puis c'est tout. Alors dans ce chapitre, on va faire assez vite, mais Mark Manson nous raconte l'histoire assez glauque de son pote qui est mort alors qu'il était dans une soirée. Son pote a sauté d'une falaise dans le noir et comme il était alcoolisé, il a mal vécu la chute et malheureusement il est mort sur le coup. Et ça a été un déclic dans la vie de Mark Manson puisque lui avant ça c'était un petit peu un branleur entre guillemets si on peut dire ça comme ça. Bon, j'avais dit en début de vidéo que j'utiliserais du vocabulaire un petit peu vulgaire, donc tu ne m'en voudras pas. Donc c'était un branleur, il fumait des pétards, il arrêtait pas de courir après les filles, il se sentait pas bien, il était dans un vrai mal-être au quotidien, il n'avait pas confiance en lui au fond. Et la mort de son pote, ça a été le déclic pour lui, pour se construire une nouvelle vie, pour arrêter toutes ces conneries, pour se mettre au sport, pour se mettre à bosser sur son projet, pour prendre son avenir en main tout simplement. Et ça l'a également fait beaucoup réfléchir par rapport au sujet de la mort. Et dans ce dernier chapitre du bouquin, Mark Manson nous parle de la mort avec un point de vue qui rejoint celui du stoïcisme. Le stoïcisme, c'est une philosophie que Mark Manson partage énormément. L'idée, c'est que la mort, ça donne de la valeur à la vie. S'il n'y avait pas la mort, la vie n'aurait pas tant de valeur, puisqu'il n'y aurait aucune urgence de faire les choses, il n'y aurait aucune urgence de profiter. Le fait que la mort existe, ça fait du temps une valeur rare et précieuse. Et souvent, ce que la majorité des gens font, c'est qu'ils essaient d'oublier qu'ils vont mourir. Ils essaient juste de ne pas y penser, ils essaient juste de se distraire, de mater des séries sur Netflix, de scroller leur fil d'actualité Instagram, de se bourrer la gueule, de se partir dans des drogues, des choses comme ça, pour éviter de regarder la réalité en face qui est qu'ils vont mourir
Et effectivement, tous ces petits plaisirs, ces petites distractions, ça permet de se détourner momentanément de la peur de la mort, parce que la mort est inéluctable. La mort, c'est la seule certitude dans la vie. Et ce que recommande l'auteur et également les adeptes du stoïcisme, c'est, au lieu d'essayer de fuir la mort, de se détourner de la peur de la mort, c'est de contempler la mort, de regarder la mort en face, de méditer sur le fait qu'on va mourir un jour, et essayer d'être le plus en paix possible avec ça. Parce que c'est en s'efforçant d'accepter la mort qu'on arrivera à profiter au mieux de la valeur de la vie. Voilà, donc j'espère que ce résumé du bouquin t'a plu. Je t'invite évidemment à le lire parce que bon, c'est qu'un résumé, hein. J'ai relevé les idées qui me semblaient les plus pertinentes, mais après il y en a plein d'autres. En tout cas, moi c'est un bouquin que j'aime beaucoup. C'est la 3e fois que je le relis. Là, je l'ai relu la semaine dernière là, pour préparer la vidéo. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec moi, je mets à ta disposition également une formation vidéo qui dure à peu près 1 heure, qui est gratuite. Tu peux la recevoir gratuitement, qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est une formation dans laquelle tu recevras des conseils qui n'ont rien à voir avec le développement personnel un petit peu perché, bisounours. Moi j'ai horreur de ça, je te l'ai dit, hein, je parle cash là-dessus. C'est pas du tout mon truc. Moi je propose des méthodes qui sont pragmatiques, qui donnent des résultats, qui sont prouvés, qui s'appuient sur la psychologie humaine et qui peuvent réellement t'aider à obtenir des résultats extraordinaires dans ta vie. Donc si tu veux découvrir ces 12 stratégies pour te créer une vie extraordinaire que je partage avec toi dans cette série de vidéos offertes, il te suffit de cliquer sur le lien en description. Je te l'ai mis en dessous dans la description de la vidéo. C'est le premier lien, tu cliques dessus, tu me laisses ton email et je t'enverrai 4 vidéos de formation par email directement, jour après jour, au fur et à mesure. Je t'invite à prendre des notes évidemment et puis je t'invite à appliquer bien sûr ce que tu apprends dans cette formation parce que c'est vraiment des choses qui ont le pouvoir de transformer ta vie à condition que tu les prennes au sérieux et que tu passes à l'action. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.